Finissez-la. Tuez cet imbécile. Une voleuse à un si jeune âge. Différentes voix jaillissaient de la foule en colère, chacune plus dure que la précédente. Quel dommage, murmura une femme corpulente, secouant la tête, bien que ses yeux ne montraient aucune véritable sympathie. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. La voix d'Elia perça le tumulte. Il se tenait figé, les yeux rivés sur la petite silhouette tremblante au centre de la foule. La petite fille était recroquevillée sur le sol, son corps frêle encaissant coup après coup. Puis, alors qu'un coup de pied atteignait son but, le fin collier autour de son cou s'envola dans les airs, et Elia retint son souffle, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Qu'a-t-elle volé? Je paierai pour ça, exigea Théil, sa voix tremblante d'urgence et de fureur. Du pain. Elle a volé du pain. Aboya un homme imposant, le visage rouge d'une colère autoproclamée. C'est comme ça qu'ils deviennent des voyous, cracha une autre voix. On est à la gosse. Si tu voles, tu meurs, cria quelqu'un depuis le fond. La mâchoire d'Elia se serra. J'ai dit que je paierais pour le pain. Combien? Il plongea la main dans sa veste, en sortit une liasse épaisse de billets et la fourra dans les mains de l'homme gros. Sans attendre de réponse, il sortit encore plus de billets et les jeta en l'air, forçant la foule à se disperser pour les ramasser, ce qui lui donna un moment pour atteindre la fille. Il la prit dans ses bras. Son corps était mou, sa joue enflée, sa robe déchirée. Elia revenait d'une réunion lorsqu'il avait remarqué l'agitation, des hommes et des femmes poursuivant une petite silhouette serrant un pain contre elle. 10 ans à Lagos lui avait appris à quoi ressemblait la justice de la rue, et cela finissait toujours de la même manière. Il avait arrêté sa voiture, mais lorsqu'il atteignit la foule, ils avaient déjà déchaîné leur colère sur elle. Comment tout cela avait commencé? Tu ne peux pas me laisser ici, Elia. S'il te plaît, que vais-je faire sans toi? La voix de Muna se brisa, des larmes coulant librement sur son visage. Les yeux d'Elia s'adoucirent, mais son ton resta ferme. Muna, je dois partir. Je ne peux pas rester ici pour toujours. Je dois quitter ce village et trouver un avenir meilleur pour nous. Muna et Elia avaient d'abord été amis, puis amants. Pendant plus d'une décennie, leur vie avait été entrelacée. Enfants, ils s'asseyaient sous le ciel nocturne, pointant les étoiles et imaginant ce qui se trouvait au-delà. Ils allaient chercher de l'eau au ruisseau ensemble, travaillaient côte à côte dans les champs familiaux et partageaient leurs rêves aussi facilement que leurs rires. Leurs parents avaient depuis longtemps convenu que c'était une union faite au ciel. Ils avaient fréquenté le même collège du village, mais au fil des années, Elia commença à voir le monde différemment. Il voulait plus que les limites de leur petit village. Les rêves qui semblaient autrefois lointains brûlaient désormais en lui comme un feu. Puis, la tragédie frappa. Ses parents moururent subitement, le laissant seul au monde. Cette perte le vida de l'intérieur, et le chagrin devint son ombre. Il se referma, terrifié à l'idée d'aimer à nouveau, terrifié de perdre à nouveau. Il commença à repousser Muna, jusqu'à ce qu'à 22 ans, il la quitte pour la ville. Avant de poursuivre notre histoire, prenez un moment pour cliquer sur le bouton d'abonnement, activer la cloche de notification et restez avec nous pour d'autres histoires incroyables. Nous apprécions tous nos spectateurs, et nous voulons que vous sachiez que votre soutien nous a menés jusqu'ici, et nous vous en remercions tous. Maintenant, revenons à l'histoire. Muna essaya de comprendre. Elle se disait que c'était la douleur d'avoir perdu ses parents qui l'avait changé, qu'il avait juste besoin de temps. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'il partirait vraiment. Le jour de son départ, Elia ôta son collier et le pressa dans sa main. « Je reviendrai pour toi », dit-il. Les mots flottaient entre eux, fragiles et incertains. Au fond de lui, il savait que ces mots sonnaient creux, même pour lui. 10 ans plus tard, Lagos avait une manière d'engloutir les hommes tout entiers. Quand Elia descendit pour la première fois du bus délabré du village sur les trottoirs fissurés d'Achi, la ville sentait la sueur, l'essence et les promesses non tenues. Il n'avait rien d'autre qu'un petit sac, les vêtements qu'il portait et un rêve tenace qui refusait de mourir. Les premières nuits, il dormit au parc de bus, le béton dur était froid, le bruit des conducteurs nocturnes et des vendeurs matinaux était sa berceuse.
Il se réveillait au parfum du maïs grillé et aux klaxons impatients des bus jaunes. Il acceptait n'importe quel travail qui payait. Il portait du ciment sur les chantiers jusqu'à ce que ses épaules brûlent. Il balayait les étals du marché pour une poignée de pièces. Il vendait de l'eau en sachet dans les embouteillages de Lagos, slalomant entre les voitures impatientes sous un soleil brûlant. Certains jours, ses jambes lui faisaient si mal qu'il ne pouvait plus tenir debout. Certaines nuits, la faim le rongeait jusqu'à ce que le sommeil devienne sa seule échappatoire. Mais Elia ne s'arrêtait jamais. Chaque épreuve devenait un carburant. Chaque insulte, un rappel qu'il ne resterait pas au bas de l'échelle. Il économisait le peu qu'il pouvait. Lorsqu'une opportunité se présenta pour travailler comme nettoyeur de bureau, il la saisit, se présentant dans une chemise usée et la seule paire de chaussures décentes qu'il possédait. Il était discret, observateur, écoutant les conversations, regardant les affaires se conclure. Le langage des affaires devint son nouveau rêve. Les années passèrent. Une opportunité en entraîna une autre. Elia apprit à négocier, à lire les contrats, à prendre des risques. Il commença par de petites entreprises, achetant et vendant des accessoires pour téléphone, revendant des terrains en périphérie de Lagos, investissant dans des entreprises de transport. Chaque succès donnait naissance à un plus grand. Aujourd'hui, une décennie plus tard, Elia était l'un des hommes les plus puissants de la ville. Son nom ouvrait des portes. Il possédait des appartements de grande hauteur, des flottes de voitures et des entreprises qui s'étendaient de Lagos Island à Abuja. Le garçon qui dormait autrefois dans les parcs de bus tenait désormais des réunions dans des tours de verre surplombant l'horizon de la ville. Mais le pouvoir ne l'avait pas endurci. Il avait affûté sa mémoire. Il n'avait jamais oublié les nuits où il s'était couché le ventre vide, les jours où on l'avait regardé comme s'il était moins qu'humain. C'était lors d'un de ces jours, en revenant d'une réunion du conseil à Victoria Island, qu'il vit la foule en colère. Et là, dans le chaos, une petite fille dont la terreur reflétait ses propres souvenirs. Elia ne voyait pas seulement une voleuse. Il se voyait lui-même. Les mains d'Elia tremblaient légèrement alors qu'il tenait la petite fille dans ses bras. Ses pensées s'emballaient, trop rapides pour qu'il puisse les suivre. Le collier qu'elle portait, petit et délicat, oscillait doucement contre sa poitrine meurtrie, et Elia ne pouvait s'empêcher de le fixer. C'était le même collier que Muna portait la nuit où il l'avait quitté. Il pouvait presque entendre l'écho de sa voix, la promesse qu'il avait faite. « Je reviendrai pour toi. » Mais ce n'était pas Muna. C'était une enfant, une fille innocente, prise dans les rues impitoyables de Lagos. Pourtant, le collier autour de son cou avait réveillé quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Était-ce un signe? Il ne pouvait pas le dire. Mais il ne pouvait pas se permettre de s'attarder là-dessus. Il avait fait une promesse autrefois, et il n'était pas prêt à la rompre à nouveau. « Emmenez-la chez mon médecin personnel », dit Elia, sa voix basse mais ferme. Son chauffeur, surpris par ce changement soudain dans le calme habituel d'Elia, hocha la tête sans poser de questions. Le cœur d'Elia battait fort dans sa poitrine, mais il resta silencieux, serrant la fille encore plus fort alors qu'il roulait à travers les rues chaotiques de Lagos. Le cabinet du médecin était impeccable, les murs ornés de certificats. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était l'enfant fragile dans ses bras, celle dont la vie avait failli être prise par une foule cruelle. Le médecin, un homme calme et posé avec des lunettes perchées au bout du nez, jeta un coup d'œil à la fille et se mit immédiatement au travail. « Elle est sévèrement contusionnée et déshydratée », murmura le médecin, vérifiant les signes vitaux de la fille. « Quelques côtes cassées aussi. Elle a de la chance d'être en vie. » Elia hocha la tête, sa poitrine se serrant. Il se sentait impuissant, même s'il avait les moyens de changer la vie de cette fille. Elle avait été jetée comme un déchet juste pour avoir volé un pain. L'injustice de tout cela le rongeait, grignotant les bords de son esprit. Pendant que le médecin travaillait, Elia attendait, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce collier. Et si c'était un signe? Et si c'était un signe qu'il avait échoué avec Muna? Que toute cette richesse, tout ce pouvoir ne signifiait rien s'il ne pouvait pas tenir les promesses qu'il avait faites. Les minutes se transformèrent en heures,
et Elia se retrouva à faire les 100 pas dans la pièce. Il n'avait pas remarqué à quel point son cœur battait vite jusqu'à ce qu'il entende à nouveau la voix du médecin, le ramenant au présent. Elle est stable maintenant. Elle aura besoin de temps pour guérir, mais elle s'en sortira. Elia soupira de soulagement, ses épaules se relâchant pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée dans la rue. Mais quelque chose en lui restait troublé. La vie de la fille avait changé à jamais, mais la sienne aussi. Il pouvait sentir le poids de son avenir, comme s'il lui avait été confié. Un homme qui avait autrefois été brisé, mais qui avait maintenant le pouvoir de réparer les choses. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bip des machines et du faible bourdonnement de la climatisation. Elia se tenait au pied du lit, regardant la petite fille dont le corps brisé reposait sous les draps blancs immaculés. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait amenée. Ses yeux étaient grands et terrifiés, scrutant constamment autour d'elle comme si elle attendait le prochain coup, la prochaine vague de cruauté. Elia pouvait voir la peur dans ses yeux. Une peur qu'il connaissait trop bien. Une peur qui s'accrochait à vous comme une ombre, ne lâchant jamais prise. Elle était trop effrayée pour parler, trop brisée pour faire confiance. Son cœur se serra pour elle. Il écarta doucement ses cheveux de son front, son toucher doux, prudent pour ne pas lui causer plus de douleur. « Je ne te laisserai pas comme ça, » murmura-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. « Je reviendrai pour toi. Je te le promets. » La fille ne répondit pas. Elle le fixa simplement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration superficielle. Elia pouvait sentir le poids de son silence, la distance qu'elle avait mise entre elle et le monde. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Les gens lui avaient déjà montré à quel point le monde pouvait être cruel. Mais Elia n'était pas comme eux. Il ne lui ferait pas de mal. Il se tourna vers le médecin, qui surveillait tranquillement l'état de la fille. « Assurez-vous qu'elle ne manque de rien, » dit Elia, sa voix ferme mais douce. « Donnez-lui tout ce dont elle a besoin pour Corm. Faites attention à sa récupération. Ce n'est pas juste un cas, docteur. C'est l'avenir de quelqu'un. » Le médecin hocha la tête, un regard de compréhension traversant son visage. Elia l'avait vu plusieurs fois auparavant. Cette reconnaissance silencieuse quand quelqu'un se souciait vraiment du bien-être d'une autre personne. Elia se tourna ensuite vers les infirmières qui préparaient discrètement la pièce, organisant les fournitures médicales. « Je couvrirai ses frais, » continua-t-il, sa voix basse. « Peu importe combien de temps elle reste, peu importe le coût, ne vous inquiétez pas de l'argent. Assurez-vous simplement qu'elle soit en sécurité. » Il s'arrêta, jetant un dernier regard à la fille avant de partir. « Je reviendrai, » promit-il à nouveau. Les yeux de la fille vacillèrent un instant, comme si elle avait entendu la sincérité dans sa voix, mais elle ne dit toujours rien. Elia quitta l'hôpital en début de soirée, les bruits animés de la gosse s'estompant derrière lui alors qu'il montait dans son SUV noir élégant. Son esprit était occupé par le poids de sa promesse, et son cœur souffrait de savoir qu'elle était toujours là, seule dans cette pièce stérile, trop effrayée pour parler. La ville autour de lui était floue. Son esprit ne se concentrait que sur une chose, revenir vers elle. La fille qui avait volé un pain, la fille qui avait été laissée pour morte, tenait désormais la clé de quelque chose qu'Elia avait depuis longtemps oublié, sa propre humanité. Pendant si longtemps, il avait enfoui son passé sous des couches de richesse et de succès, pensant que l'argent et le pouvoir suffiraient à combler le vide. Mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas la ville qu'il avait façonnée. C'était la promesse qu'il avait faite il y a tant d'années. L'amour qu'il avait laissé derrière lui dans le village. Alors que la voiture filait à travers les rues, les pensées d'Elia revinrent à Muna. Il ne l'avait pas oubliée, pas une seconde, permettant à son cœur de se souvenir des bons moments, uniquement parce qu'il ne voulait pas vivre dans les douleurs de son passé. Il croyait être une nouvelle personne. Mais cette fille, fragile, était un rappel de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. « Je reviendrai pour toi », murmura-t-il pour lui-même, sa voix pleine de détermination. « Comme je l'ai promis. » Elia entra dans sa luxueuse maison, l'odeur familière de parfums frais emplissant l'air. Il revenait tout juste de l'hôpital, encore hanté par la petite fille qu'il avait promis de protéger.
Pourtant, en entrant dans le salon, son monde sembla revenir à la réalité. Alice était là, debout près de la fenêtre, ses longs cheveux cascadant sur ses épaules alors qu'elle se tournait vers lui avec un sourire. Son sourire était toujours chaleureux, mais ce soir-là, il semblait particulièrement calculé. « Tu es de retour », dit-elle doucement, sa voix apaisante. Justine, leur jeune fils, courut vers lui les bras ouverts, sa petite voix bouillonnante d'excitation. « Papa !» Elia ne put s'empêcher de sourire en se baissant pour prendre son garçon dans ses bras. La joie sur le visage de Justine rendait tout normal. Elia embrassa le front de Justine, murmurant « Salut, champion !» Mais même en tenant son fils, quelque chose au fond de lui restait troublé. Alice s'approcha, ses talons claquant contre le sol poli. « Tu es parti longtemps, » dit-elle, ses yeux s'adoucissant. « Tu aurais dû appeler, Elia. » Il la regarda, son expression distante. « Je vais bien, Alice. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. » Il ne pouvait pas lui dire la vérité, que son esprit était préoccupé par la fille à l'hôpital, la douleur qu'il avait vue dans ses yeux, la promesse qu'il lui avait faite. Elia avait eu peur d'aimer à nouveau. Et pourtant, Alice était là, toujours persistante, toujours présente, son amour pour lui inébranlable. Mais était-ce vraiment de l'amour ou autre chose? Elle s'approcha plus près, son toucher léger alors qu'elle passait un doigt sur sa poitrine. « Nous pourrions arranger les choses, » dit Alice, sa voix basse et intime, « pour Justine, pour nous. » Elia la regarda, déchirée entre son passé et son présent, les vestiges de sa peur de perdre à nouveau quelqu'un. Il avait déjà enfoui tant de lui-même dans son travail, dans son succès, dans sa distance de la véritable intimité. Mais Alice avait une manière de lui faire sentir qu'il pouvait construire quelque chose de réel à nouveau. Pourtant, même alors qu'Alice le tenait proche, il y avait quelque chose en elle qui troublait Elia. Elle avait emménagé avec lui il y a un certain temps, essayant de recoller les morceaux de leur relation fracturée. Elle parlait d'un avenir avec lui, de sa famille. Mais sous la surface de son affection soigneusement façonnée, Elia sentait que quelque chose n'allait pas. Alice semblait toujours pousser pour plus, un peu trop fort, un peu trop souvent. Au début, Elia pensait que c'était son amour pour lui, mais avec le temps, il commença à se demander si c'était autre chose, quelque chose de plus sombre tapis sous son sourire charmant. Ce qu'Elia ne savait pas, c'était qu'Alice ne jouait pas seulement le rôle de la mère et petite amie dévouée. Elle avait un autre amant, Cain, quelqu'un qu'elle aimait vraiment. Cain était tout. Et Elia n'était pas insensible aux pressions du monde des affaires, et un homme qui semblait comprendre Alice d'une manière qu'Elia ne pouvait pas. Leur liaison était un secret soigneusement caché derrière la façade d'Alice en tant que partenaire dévoué. Elia ne s'en doutait jamais, mais il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose lui échappait toujours avec Alice. Elle était trop parfaite, trop désireuse de plaire. Et pourtant, il y avait toujours une tension sous-jacente, quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'il découvre. La relation d'Alice avec Cain n'était pas seulement une question de passion. C'était une question de pouvoir. Elle utilisait Elia, se préparant pour un avenir où elle pourrait réclamer sa richesse, son succès, et tout ce pour quoi il avait travaillé. Cain était son partenaire dans ce stratagème. Et ensemble, ils avaient conçu un plan pour dépouiller lentement Elia de tout. Mais Elia était trop effrayée pour aimer, pour faire entièrement confiance à nouveau. Il ne savait pas ce qu'Alice manigançait vraiment. Il s'accrochait encore à un passé rempli de douleur, incapable de voir le présent clairement. Le lendemain matin, Elia retourna à l'hôpital. Il avait passé la nuit à penser à la fille, Michel, et à la promesse qu'il lui avait faite. Il ne pouvait pas la laisser seule. Pas comme ça. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. En entrant dans sa chambre, le médecin lui donna de bonnes nouvelles. Michel était stable et ses blessures guérissaient. Elle était assise maintenant, la tête reposant contre l'oreiller, les yeux fatigués mais clairs. Quand elle vit Elia, elle le regarda avec de la gratitude dans les yeux. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'avoir sauvé la vie. » Elia lui offrit un sourire doux, bien que teinté de tristesse. « Tu n'as pas à me remercier, Michel. Je ne pouvais pas simplement te laisser là. » Il l'aida à se lever doucement.
prudent pour ne pas lui causer plus de douleur. Je m'appelle Michel, ajouta-t-elle, sa voix encore fragile. Elia hocha la tête. Enchantée de te rencontrer, Michel. En l'aidant à monter dans la voiture, Elia ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de responsabilité envers elle. Lorsqu'ils arrivèrent à son manoir, Elia ouvrit la porte, et là se tenaient Alice et Justine. Dès qu'ils virent Michel, leurs expressions se figèrent. Le visage d'Alice pâlit, ses lèvres se pincèrent en une fine ligne, tandis que les yeux de Justine se plissèrent de confusion et de dédain. « Qui est-ce » demanda Justine, son ton dur alors qu'il détaillait Michel de haut en bas comme si elle était une intruse. Elia tint bon. « C'est Michel. Elle va rester avec nous un moment. » Il regarda son fils, espérant apaiser la tension, mais celle-ci ne fit que croître. Michel se tenait là, mal à l'aise, encore faible à cause de ses blessures, incertaine de comment se comporter dans cet environnement étrange et nouveau. Elle n'avait jamais connu autre chose que la rue. Une mendiante ? Ricana Justine, son visage crispé de désapprobation. Pourquoi amènes-tu quelqu'un comme ça dans notre maison, papa ? La patience d'Elia s'amenuisait. Il tenta de sourire à Justine, mais les mots qu'il voulait dire étaient lourds, pesant sur sa poitrine. Il se baissa au niveau de Justine, essayant d'adoucir le moment. « Allez, Justine, sois gentille. Elle a juste traversé des moments difficiles, comme tant de gens dans cette ville. Ne soyons pas cruels. » Justine croisa les bras et lança un regard noir à Elia, clairement pas prêt à accepter la fille dans leur vie. « Je ne veux pas d'elle ici, » marmonna-t-il, avant de s'enfuir dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. Alice ne dit rien immédiatement, mais ses yeux, froids et calculateurs, ne quittèrent jamais Michel. Qui est-elle ? La voix d'Alice était tranchante, sa question empreinte de désintérêt. Elia se redressa, son ton se durcissant. « Ce n'est pas sujet à discussion, Alice. Je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que tu sois compréhensive. » Il jeta un coup d'œil à Michel, lui offrant un sourire rassurant. « Entre et fais comme chez toi, Michel. » Michel hésita mais suivit Elia dans la maison. Elle ne se sentait pas encore chez elle, mais elle pouvait voir les traces de chaleur dans les yeux d'Elia, et cela suffisait à lui faire un peu plus confiance. Elia se tourna vers une domestique qui attendait à proximité. « Veuillez prendre soin de Michel, donnez-lui de nouveaux vêtements, aidez-la à prendre un bain et ramenez-la quand elle sera prête pour le dîner. » La domestique hocha la tête et conduisit doucement Michel à l'étage. Elia soupira profondément, la frustration couvant encore sous son calme extérieur. Plus tard dans la soirée, la tension atteignit son paroxysme. Alors qu'ils s'asseyaient pour le dîner, Justine continua de bouder, lançant des regards à Michel de temps à autre, comme si elle était une invitée indésirable. « Pourquoi est-elle même ici ?» marmonna Justine sous son souffle. « C'est juste une mendiante. Elle n'est même pas censée être dans notre maison. » La colère d'Elia éclata. « Justine, ça suffit. Tu montreras du respect dans cette maison, où il y aura des conséquences. » Justine, cependant, n'en avait pas fini. Il jeta sa nourriture par terre avec un bruit sourd, faisant sursauter tout le monde à table. « Je m'en fiche. Je veux qu'elle parte !» cria-t-il avant de s'enfuir dans sa chambre, claquant la porte avec une force telle que les murs tremblèrent. Michel tressaillit, le bruit étant trop pour son état fragile. Elle se leva rapidement, les mains tremblantes, s'éloignant de la table, encore en convalescence de ses blessures. Elle se dirigea vers sa chambre, la peur brillant dans ses yeux. Elia serra les poings, la mâchoire crispée, il ne bougea pas tout de suite, mais quand Alice ouvrit la bouche, ces mots le frappèrent comme une gifle. « Elia, tu choisis une étrangère au détriment de ta propre famille. » La voix d'Alice était froide, empreinte de colère. « Tu la laisses tout prendre. » Elia ne croisa pas son regard. « Il ne s'agit pas de la choisir elle plutôt que toi, Alice. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Sa voix était basse, mais ferme. « Et en ce moment, je ne vais pas laisser mon fils traiter un autre être humain comme ça. » Elia se leva de table, le cœur battant. La conversation de tout à l'heure l'avait laissé en conflit, mais c'était différent.
Il ne pouvait pas simplement rester assis là et prétendre que tout allait bien. Il ne pouvait pas ignorer la petite fille qui avait déjà traversé tant de choses. Il prit l'assiette de nourriture de Michel et monta silencieusement à l'étage, ses pas lourds. La maison semblait trop grande, trop vide. Même si Alice et Justine étaient à proximité, quand Elia atteignit la chambre de Michel, il s'arrêta à la porte, entendant les sanglots étouffés qui brisaient le silence de l'espace. Il poussa lentement la porte, et ce qu'il vit le brisa presque à cet instant. Michel était assise par terre, son petit corps recroquevillé d'une manière qui la faisait paraître encore plus jeune qu'elle ne l'était. Elle serrait le collier fermement dans sa main, des larmes coulant sur son visage. « Maman !» sanglota-t-elle, sa voix tremblante. « Tu as dit que ce collier me mènerait à papa. Je suis si seule et tu me manques. » Elia se figea à la porte, son cœur battant dans sa poitrine. Les mots résonnaient dans son esprit, noyant le monde autour de lui. Le collier, papa, maman. Il entra lentement, ses jambes lourdes, et posa doucement l'assiette sur la petite table à côté d'elle, son regard ne quittant jamais son visage. Il s'assit à côté d'elle sur le sol, incertain de quoi dire, sa propre gorge se serrant d'émotion. Elia pouvait voir la douleur dans les yeux de Michel, brute et sans filtre. Il tendit la main vers la sienne tremblante. « Michel ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ton collier ? Qui te l'a donné ?» Michel leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns rencontrant les siens. Et à cet instant, Elia vit quelque chose qui fit arrêter son cœur. Ses yeux étaient les mêmes que ceux de Muna. Les mêmes que ceux de la femme qu'il avait autrefois aimée et quittée. Mais Elia avait trop peur pour y croire, pour se permettre d'espérer. Il avait besoin de l'entendre d'elle. « Maman m'a donné le collier », murmura Michel, des larmes tachant ses joues. Elle a dit que si papa le voyait, il se souviendrait. La respiration d'Elia s'arrêta dans sa poitrine. Son esprit s'emballa. Était-ce possible ? Il avait essayé d'enfouir son passé, mais maintenant, il lui faisait face. Le nom de Muna, sa promesse à lui, et cette petite fille qui semblait détenir la clé de tout ce dont il avait fui. Il déglutit difficilement, sa voix tremblante alors qu'il demandait « Comment s'appelle ta maman ?» Michel renifla, sa voix petite et pleine de nostalgie. « Muna, j'aimerais que ma maman soit là. » Elia sentit ses genoux faiblir. Il baissa la tête, essayant de se stabiliser, mais le poids du moment était trop grand. Son cœur battait fort, son esprit s'emballait avec des pensées qu'il ne pouvait suivre. Il y avait des possibilités qu'il n'avait pas osé envisager. Mais plus Michel parlait, plus il ne pouvait ignorer la vérité douloureuse qui devenait lentement claire. Il n'était pas sûr d'être le papa qu'elle cherchait, mais l'idée le rongeait, refusant de lâcher prise. Il avait eu peur d'aimer, de s'engager envers quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais maintenant, il semblait que tout le ramenait à un moment qu'il avait promis de ne jamais revoir. « Quel âge as-tu » demanda soudain Elia, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme si la question pouvait lui donner la réponse dont il avait désespérément besoin. « J'ai 9 ans. Bientôt 10, monsieur, répondit Michel, sa voix se brisant alors qu'elle levait les yeux vers lui, ses yeux pleins d'espoir malgré sa douleur. « Pensez-vous pouvoir m'aider à trouver mon papa ?» Elia hocha lentement la tête, sa poitrine se serrant. « Je le ferai. Je vais essayer, Michel. » Mais quelque chose d'autre tira sur son cœur, l'entraînant encore plus profondément dans la confusion de cet instant. « Et ta maman ?» demanda Elia doucement, effrayé de ce qu'il pourrait entendre, mais ayant besoin de savoir. Le visage de Michel se froissa, ses sanglots devenant plus forts alors qu'elle serrait le collier contre sa poitrine. « Elle est malade et faible, » sanglota-t-elle, sa voix à peine audible. « Et plus tard, elle dort et elle n'ouvre pas les yeux. Je l'ai suppliée d'ouvrir les yeux, mais elle ne le fait pas. Elle me manque tellement. » Le cœur d'Elia se brisa. Il la prit dans ses bras, l'enveloppant de sa chaleur, la tenant alors qu'elle pleurait. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas trouver les mots pour la réconforter. Il devait être le papa qu'elle cherchait. Et dans la deuxième partie, vous en saurez plus. Merci d'avoir regardé. Nous vous aimons et vous apprécions tous.
Veuillez vous abonner à notre chaîne, aimer, commenter, activer la cloche de notification pour savoir quand la prochaine partie arrivera.